Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Déclic. Ce matin, on va parler du gouvernement qui s'immisce dans le marketing d'influence et qui veut prendre le contrôle sur les influenceurs. C'est juste après ça. Alors les amis, du coup, on commence avec cette première news, cette première actu que j'ai trouvée chez Siècle Digital. Et du coup, le gouvernement qui souhaite encadrer les pratiques des influenceurs, voilà, donc qui s'immiscent un peu dans le marketing d'influence et qui veut essayer de légiférer autour de tout ça pour essayer de contrôler un petit peu plus, qu'il y ait un peu moins de débordement. On verra ça ensemble. Et dans le second article à la une, on va parler des langages de programmation, du classement des langages de programmation. Donc on a en fait il y a un organisme qui est en charge tous les mois d'essayer un peu d'évaluer en fait la popularité de tel ou tel langage, donc voilà, du Python, du C++, etc. etc. Et la surprise avec C++ qui a été nommé langage de l'année en 2022. C'était pas arrivé depuis pas mal de temps, jusqu'à présent c'était Python qui avait plutôt le vent en poupe. Donc c'est plutôt une surprise et on verra ça tous ensemble. Et juste après, du coup, on enchaînera avec la deuxième rubrique, la rubrique du coup des actus. Alors il faudrait trouver un nom à cette rubrique, je sais pas, autant les articles à la une ça sonne bien, autant la rubrique, je sais pas si on pourrait dire les speed info ou je sais pas trop, mais il faudrait que je trouve un nom à cette rubrique, comme ça après je vous mettrai un petit jingle et tout, ça sera très cool, pour essayer de nommer ça. En tout cas, j'ai une dizaine d'informations que je vous partagerai, donc on fera un petit article pour vous les faire deviner, et je pense qu'on fera deux parties de 5 manches. Voilà, allez, on commence avec le premier article à la une, et donc le gouvernement, sous l'impulsion du ministre Bruno Le Maire, qui souhaite un petit peu encadrer la pratique du marketing d'influence. Le LOL code premier, j'espère. J'ai pas compris, Bob. J'ai pas compris ta blague, désolé. Donc, on commence avec cet article. Sous l'impulsion du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le gouvernement français a annoncé le 8 janvier 2022 le lancement d'une consultation publique afin de créer un code de bonne conduite pour les influenceurs. L'objectif serait d'encadrer l'ensemble des pratiques en lien avec la promotion et le placement de produits réalisés par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Bercy souhaite légiférer autour des pratiques des influenceurs. Dans un tweet accompagné d'une vidéo qui a également été postée sur YouTube, Bruno Le Maire a appelé à donner son avis sur les pratiques des créateurs de contenu sur Internet et plus précisément les pratiques considérées comme des manquements ou de la tricherie. Donc en gros, ils disent on veut essayer d'encadrer, mais le but n'étant pas de donner des contraintes là où il n'y en a pas, mais plus d'essayer de limiter si jamais on a des choses qui fonctionnent pas en fait, et qui des débordements. Il y a des exemples d'ailleurs dans l'article. Bob qui met le LOL code, c'est un langage de programmation un peu dans le même style que le mot code. C'est par rapport au classement des langages pro que tu viens nous présenter. Oui, j'avais bien compris que c'était par rapport à ça, mais je savais pas si genre c'était un troll ou si c'était vraiment, ça existait vraiment. On regardera ça après parce que sinon je vais un peu trop digresser. Ok, donc là on a la vidéo, peut-être qu'on regardera vite fait, mais bon, en gros c'est plus ou moins à l'image en fait de ce qui est marqué dans l'article. En décembre 2022, Bercy avait déjà montré sa volonté d'encadrer les pratiques du secteur. Le ministère avait pris le temps d'organiser une table ronde où étaient conviés agences d'influenceurs, plateformes de diffusion et annonceurs. L'autorité des marchés financiers, la direction générale des entreprises et la DGCCRF, donc les fraudes, étaient également de la partie. Cette réunion a notamment débouché sur la création de cette consultation publique. Tous les Français auront la possibilité de s'exprimer jusqu'au 31 janvier 2023 autour de 11 mesures réparties en 4 thématiques: propriété intellectuelle, protection des consommateurs, droits et obligations des influenceurs et gouvernance. Toutes les propositions faites sur le site concertationinfluenceur.make.org seront analysées, et en mars 2023, une présentation publique permettra d'annoncer les mesures qui ont été retenues pour encadrer le secteur. Donc ce site, c'est celui-ci. Je viens de me rappeler qu'il y a un truc que j'ai pas posté sur mon Discord, qu'on était en live. Ah si, c'est bon, je l'ai fait de façon automatique. Non, je l'ai pas fait. Hop, voilà, je l'ai fait. Et donc c'est sur ce site-là
que je peux peut-être vous partager. Je vais me rendre compte que je n'ai pas mon chat ouvert. Je vais vous le mettre. Hop. Et donc c'est sur ce site en fait que grosso modo vous allez pouvoir contribuer. C'est une espèce de... c'est un genre de référendum plus ou moins public et sur lequel vous allez pouvoir, donner votre avis en fait et être consulté pour donner votre avis sur les différentes mesures. Voilà, donc je vous partage ça dans le chat. Hop, je le mets. Comme ça, si jamais vous voulez participer, une fois que mon chat se connectera. Twitch, c'est vraiment une purge pour ça. Je comprends pas, il y a des fois, je sais pas si ça vous le fait, mais genre, vous êtes connecté sur le chat, ça met X temps avant d'être connecté. Je sais pas, ça load dans le vide pendant je sais pas combien de temps. Je sais pas si ça vous le fait. Romain, toi qui es streamer, peut-être que tu vois de quoi je parle. Hop. Le presse, hello! Première fois dans le chat, bienvenue à toi, très content de t'accueillir ce matin. Ah, il veut pas, hein. Il veut pas moyen. Quand je suis viewer, ouais, bah tu vois, ça me fait pareil. Connexion au chat. Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Je peux peut-être essayer via le dashboard, peut-être que ça marchera mieux. On va voir. Tac, tac. Je vous partage après, c'est pas grave. Donc, en gros, voilà un petit peu l'idée de cet article. Hop. Je fais 30 choses à la fois, c'est très, très compliqué. Donc si je continue un petit peu plus, l'explosion du marché du marketing d'influence, donc forcément c'est plus ou moins la raison pour laquelle le gouvernement veut s'immiscer là-dedans, c'est-à-dire que dans l'idée, on se rend compte aujourd'hui que le marketing d'influence devient un business assez conséquent, assez lucratif aussi, et donc bah, forcément qui dit argent dit forcément on va essayer de contrôler pour pas qu'il y ait de dérives et de mauvaises pratiques. Donc pour les annonceurs et les créateurs de contenu qui peuvent être une mine d'or. Pour les annonceurs, les créateurs de contenu peuvent être une mine d'or. Toutefois, plusieurs polémiques ont éclaté ces dernières années. L'une des dernières, fortement médiatisée, était celle de Nabila. L'influenceuse connue grâce à la télé-réalité avait été condamnée à payer une amende de 20 000 € par le tribunal judiciaire de Paris en juillet 2021 pour pratiques commerciales trompeuses. Nabila avait fait de la publicité pour promouvoir un site web de trading sans préciser qu'elle était rémunérée pour. Elle avait également tenu des propos qui ne correspondaient pas à ce que pouvait proposer la plateforme. Cette condamnation est la première du genre en France. Donc si je continue, plus récemment c'est le dropshipping qui a fait parler de lui. Donc le dropshipping, j'imagine que vous savez à peu près ce que c'est, mais je crois qu'il le détaille. Oui voilà, cette pratique commerciale consiste à vendre des produits souvent de mauvaise qualité et de contrefaçon à un prix considéré comme bas. Le cas également de la youtubeuse Emma Cupcake qui avait fait la publicité autour d'écouteurs AirPods 3 fois moins chers que ceux de la marque à la pomme, alors qu'il s'agissait de produits contrefaits disponibles à quelques euros sur Alibaba. Donc vous voyez c'est un peu ce qui est visé, ce qui est aujourd'hui dans le viseur du gouvernement, c'est-à-dire que le but étant d'essayer de pallier à toutes ces mauvaises pratiques commerciales qui nous choqueraient en fait dans la vraie vie, mais qui aujourd'hui sont un peu laissées un peu libres, hein, voilà. C'est pour lutter contre ces agissements que le gouvernement a décidé de créer un cadre fixant les pratiques des créateurs de contenu. Hop. Alors du coup, est-ce que je vais arriver enfin à me connecter ? J'ai la double authentification, etc. Enfin, tout ce qui va bien, quoi. Yes, ça y est, j'ai réussi. Donc, je vous partage du coup là dans le chat le lien sur lequel vous pourrez aller participer en fait au débat. Et donc, ils annoncent... C'était quand la date qu'il faut retenir ? Mars 2023, présentation publique. Et ensuite, c'est... Je me souviens plus. En fait c'est ça, hein, c'est mars 2023, ouais, où en gros on aura un peu le résultat de tout ce qui va se passer. Alors moi ce que j'y vois là-dedans et là où je trouve ça intéressant, donc d'un côté moi je trouve ça bien, c'est-à-dire que effectivement on va être un petit peu plus cadré, c'est plutôt une bonne chose. On va éviter les pratiques, les dérives, etc. Après moi ce qui me fait un petit peu peur c'est que je me dis
En fait, sur Internet, c'est vrai qu'on est souvent relativement libre et c'est un peu cette liberté-là qu'on aime bien aller chercher. De plus en plus, on voit que ça légifère. On a parlé du Digital Service Act, on a parlé du Digital Market Act. Enfin, on sent que le gouvernement et de façon globale, les instances européennes, etc., vont de plus en plus s'immiscer dans tout ce qui se passe sur le net. Et personne n'y réchappe. Et donc là, je vois les influenceurs. Si effectivement c'est pour faire en sorte de limiter les débordements et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises pratiques, moi je trouve ça très cool. En revanche, moi j'ai toujours peur que ça aille encore plus loin. Est-ce qu'ils vont pas commencer à mettre une taxe, on va dire, sur l'influence ou ce genre de choses. C'est le genre de truc qui me fait un peu plus tiquer. Je me dis, voilà, à partir du moment où ils commencent un peu à s'immiscer dans tout ça, est-ce que jusqu'où ça va aller en fait, jusqu'où ça va aller. Mais bon, là, en l'état, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dans le sens où effectivement... le dropshipping, etc. Il y a des fois, franchement, vous avez des choses qui sont un peu scandaleuses. Où les gens profitent un peu de leur position d'influenceur pour aller vendre tout et n'importe quoi. C'est pas tout le monde, heureusement. C'est pas le cas de tout le monde, mais il y a des fois, c'est un petit peu abusé. Donc voilà. Même si, encore une fois, je pense que les internautes sont libres de eux-mêmes, je dirais. Être juge en fait de ce qui se passe, se renseigner, avoir suffisamment d'infos pour être libre de leur achat ou pas. En tout cas, voilà, je trouvais que c'était une information intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid? Moi, j'y vois quand même une avancée et un progrès en tout cas, et une avancée un peu plus significative du gouvernement qui légifère et qui s'implique dans tous ces sujets qui vont très très vite, mine de rien, parce que créer une loi, etc., la voter, ça prend énormément de temps, et on voit bien que le secteur du numérique dans sa globalité en général, ça va très 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 vite, donc pas facile de suivre. Voilà pour ce premier article. On enchaîne du coup avec un second article du blog du modérateur. Et donc le classement des langages les plus utilisés. Alors je sais qu'il y a quelques développeurs parmi nous, développeurs et développeuses. Et donc ce classement des langages les plus utilisés en 2022 et C++ qui crée la surprise. C++ qui est élu le langage de programmation de l'année 2022. Donc on regardera en détail tout le classement juste après. Je vous lis rapidement l'article. Donc C++ nommé langage de l'année en 2022. Il n'avait pas été élu langage de l'année depuis 2003. Cette fois, le langage C++ tire son épingle du jeu face aux finalistes C et Python. Fraîchement élu langage de programmation de l'année 2022 par TIOB, T-I-O-B-E, je sais pas si ça se dit TIOB, mais en gros c'est l'organisme qui gère un petit peu tout ça. Il vole donc la vedette à Python qui se plaçait en tête du classement depuis 2 ans d'affilée, et pour cause, le langage C++ observe une croissance importante de 4,62% entre janvier 2021 et janvier 2022. Contre une hausse de 3,82% pour C et 2,78 ou 78, vu que je sais que Romain est parmi nous, pour Python. Parmi les raisons du succès, la publication constante de nouveaux standards de langage avec des fonctionnalités et des modules intéressants. C'est en effet la publication de C++ 11 en 2011 et plus récemment de C++ 20, j'imagine en 2020, qui ont permis à C++ d'évoluer dans ce classement ces dernières années après avoir été en baisse constante depuis 2001. je dis Romain, mais Yacine aussi. Oui, voilà, c'est ça. Yacine aussi qui est suisse, tout à fait. Et de la team 70 et 90. Selon l'index TIOB, la popularité de C++ réside également dans ses performances et sa facilité de maintenance. La raison de la popularité de C++ est ses excellentes performances tout en étant un langage orienté objet de haut niveau. De fait, c'est une citation, hein, de ce fait, il est possible de développer des logiciels rapides et vastes sur des millions de lignes de code en C++ sans nécessairement se retrouver dans un cauchemar de maintenance. 8 ans, je connaissais pas. Est-ce que tu développes toi un peu en C++, Romain? Est-ce qu'il y en a qui développent un peu en C++? Moi perso, je n'ai jamais jamais testé en fait. J'avoue que j'ai vu un article là, je me suis posé la question si j'allais vous en parler, qui disait que je crois que c'était de l'ordre de 40% des développeurs qui, un chiffre ouf, qui n'avaient jamais touché un langage typé. J'ai trouvé ça énorme.
J'ai trouvé ça énorme et en fait moi je me suis dit j'ai surtout fait du PHP et du JavaScript le JS j'ai pas trop fait de TypeScript à vrai dire donc voilà mais un langage typé pur c'est vrai que j'en ai jamais fait mais je trouvais ça assez énorme. Je continue rapidement donc les autres évolutions 2022 à venir. Que s'est-il passé en 2022 pour les langages de programmation? Donc ce classement nous rappelle certains faits marquants. Java qui se fait dépasser par C++ en fin d'année, chutant de la 3e à la 4e place. Donc Java, c'est aussi une surprise qui descend du podium. Le langage Rust, alors là c'est la puissance montante on va dire. Le langage Rust qui prend la 20e place en décembre 2022 alors qu'il se situait en 26e position un an auparavant. Et j'ai vu un article, je sais plus où c'était, où il y avait pas mal de têtes. Alors je sais plus où est-ce que c'est, quel organisme c'était qui disait qu'il poussait vachement pour convertir les gens vers du Rust plus que du C++ pour des raisons de je sais plus, je crois que c'était la gestion de la mémoire, je sais plus exactement, enfin bref. J'ai l'impression que Rust est un peu est assez montant on va dire et commence vraiment à prendre de la place. L'UA aussi, connu pour sa facilité d'interface, est passé de la position 30 à la position 24. Et puis le langage, alors je sais pas comment on prononce le dièse F parce que j'ai cherché, et j'ai même cherché sur YouTube et tout, j'ai pas trouvé de tuto sur, sur ça, donc je sais pas si ça se dit Sharp F ou dièse F, F Sharp, eh bien, merci beaucoup, j'avais peur de dire une bêtise. Donc le langage F Sharp a évolué fortement en un an, passant de la 74e à la 33e position. F Sharp, je sais pas du coup tout à quoi ça correspond, c'est quoi comme type de langage? Langage de programmation fonctionnelle, impératif orienté objet, pour la plateforme .NET, d'accord, donc du Microsoft, ouais voilà c'est ça. Développé par Microsoft Research, un noyau dérivé de Okami, ok, bon d'accord, je le connaissais pas du tout. F Sharp. Ok, TIOB, donc l'organisme souligne également que les langages prometteurs sont le Kotlin, Julia et Dart. Dart de mémoire, c'est ce qui est utilisé pour Flutter. Flutter, vous savez, c'est un framework en fait qui permet de développer des applications et qui fonctionne aussi bien sur de l'Android que de l'iOS, si je me trompe pas. Je sais plus par qui c'est développé. Je sais plus si c'est Microsoft ou Google, c'est Google, voilà, c'est marqué en gros, je pense que c'est Google à mon avis. Et qui du coup utilise son propre, enfin ce langage du coup qui est le Dart. Voilà. Pour les petites infos. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, comment calculer l'index? Ça peut être intéressant. L'index TIOB se base sur les requêtes de 100 langages de programmation les plus recherchés sur les moteurs de recherche, tels que Google, Bing, Yahoo, Amazon, YouTube, Baidu ou encore Wikipédia. Ces langages sont classés par note en fonction de leur utilisation par les développeurs. Cette sélection permet à ces professionnels de s'informer sur les langages de programmation les plus populaires et ainsi d'orienter leur travail en fonction de ce qu'ils souhaitent. TIOB ne désigne pas le meilleur langage de programmation, il identifie ceux qui sont les plus utilisés actuellement. Voilà. Dart devrait remplacer le JS, nous dit Romain. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ça veut rien dire leur index. Oui, non, mais c'est purement un classement de popularité qui est plus ou moins, enfin qu'on peut plus ou moins remettre en question. Ah, je vous ai pas partagé le classement complet, excusez-moi. Tac. Alors attendez, c'est pas celui-là du coup, parce que c'est bizarre parce que là on a dit C++. Attendez, je vais re-regarder dans mon. J'avais un second article. Classement TIOB 2022 C++. Parce que c'est bizarre, je comprends pas pourquoi est-ce que là dans leur screen il est 3ème alors qu'en réalité. Ah ben on a programmé qui est là. Ouais, c'est le même, bizarre. Ok, bon, je comprends pas trop. Mais en tout cas, ouais, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils le mettent en position numéro 1, janvier 2000, ok. Alors que normalement c'est censé être le C++, bizarre. Bon, ok. En tout cas, j'ai vu que PHP était dans le top 10. Je sais pas de quand ça date, mais voilà, à tous les rageux qui sont contre PHP, sachez que PHP n'est pas mort. Et JavaScript qui était 7ème, alors je sais pas si ça a évolué du coup, si ce classement est un peu à jour. Mais moi je pensais que ça serait un peu plus haut, ben visiblement non. Après Python, voilà, Python qui était toujours très bien classé évidemment. Oula, je vois que ça parle beaucoup, ça a lancé les débats. Je lis.
Du Bob qui met du coup pas de lolcode, mocode, choqué et déçu. Bah oui, je te comprends, je te comprends. Ça flop. Ouais, ok. Ouais, je lis vos commentaires, je vais vous discuter un petit peu entre vous sur ce classement. Ok les amis, voilà, ça c'était les 2 articles à la une que je voulais vous présenter, que je trouvais bien. D'habitude j'en fais 3 ou 4, mais là je préfère qu'on se focus sur un petit Gartic, dans la mesure où j'ai pas mal de petites infos qui ont popé et que je voulais vous partager. Alors c'est assez divers et varié, puisque je vous rappelle du coup sur Déclic, nous notre orientation c'est de traiter toute l'actu web, donc pour les acteurs du numérique, que ce soit si vous êtes dans le e-commerce, si vous êtes développeur, si vous faites du web design, si vous faites du SEO, du social media, etc. Et donc pas mal d'infos variées que je vais m'ouvrir d'ailleurs sous les yeux parce que sinon je vais être perdu. Hop, voilà, je les ai là. Et on va commencer du coup avec un petit Gartic. Si certains ne sont pas accoutumés de Gartic, je vous explique ça évidemment. Oups, c'est pas la bonne. Voilà. Je vous explique ça évidemment. Donc l'idée du Gartic, c'est que je vais dessiner un mot. C'est un peu comme le... c'est pas Time's Up, c'est... je m'en souviens jamais, aidez-moi. Je m'en souviens jamais du nom de ce jeu là où on dessine et où il faut... dessiner et deviner en gros ce que les gens dessinent, bref, peu importe. En gros l'idée, je vais dessiner pour vous faire deviner en fait un mot. C'est un mot qui est en rapport avec une actu et dès que vous l'avez deviné en fait, eh ben let's go, je vous lis l'actu. Dictionary, Pictionary, je crois que c'est ça, effectivement. Pictionary, que j'écris très très mal, c'est ça. 10 points pour Gryffondor. Allez, c'est parti les amis. Donc on va faire mot personnalisé. Bon, je mets 90 secondes, mais à chaque fois vous devinez assez vite. Donc voilà, je mets ça, mais en réalité il n'y a pas besoin de 90 secondes. Et puis on va faire donc 5 manches. Donc pour participer, évidemment, vous répondez dans le chat directement. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur aller sur une page ou etc. Les réponses sont prises en compte directement dans le chat. Donc je regarde que mon son est bien actif. Normalement, on doit être bon. Hop, je vais baisser un petit peu la musique. Et puis on va lancer Gartic. Vous répondez directement dans le chat. Vous pouvez mettre autant de propositions que vous voulez. Hein, surtout, il n'y a pas de limite. Et donc à chaque fois, je vous dis s'il y a un mot, 2 mots, si c'est un mot composé ou autre. Et juste après, du coup, une fois que vous avez deviné, je vous lis l'article. Allez, on démarre. Donc première partie de 5 manches et puis on en fera une deuxième. On démarre avec le premier mot. Je vais commencer simple les amis. Je vais commencer très très simple. C'est mercredi. On va faire ça chill. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, donc du coup c'est en un mot. Un seul mot. Je vais commencer quelque chose de très très simple. Normalement, vous devriez bien vous en sortir. N'hésitez pas à balancer des propositions. On commence. Ça va pas mal. Un seul mot. Ça va être simple. Non, c'est pas TikTok, arrêtez. Je sais que chaque fois je mets TikTok, bordel de merde. Je me suis fait fiche de ma tête là parce qu'à chaque fois je décide toujours TikTok, mais j'y peux rien. Qu'est-ce que vous voulez? À chaque fois c'est pas simple. Là. Allez, Afida qui ouvre le classement. Bravo Afida, c'était WhatsApp et on commence avec une première actu des amis de l'éclaireur Fnac et WhatsApp qui propose une nouvelle fonctionnalité qui permettra d'échapper à la censure. Ça c'est hyper cool et hyper important. Enfin cool, oui ou non, il y a des gens pour qui ça sera moins cool. Donc WhatsApp qui permet d'échapper à la censure grâce à une nouvelle fonctionnalité pratique. Le 5 janvier dernier, WhatsApp annonçait sur son blog l'arrivée d'une fonctionnalité importante. La messagerie dispose désormais d'un service de serveur proxy qui permet à tout le monde d'accéder à l'application, même lorsque celle-ci est bloquée par un gouvernement. Un serveur proxy, pour information, c'est un serveur qui va jouer un rôle d'intermédiaire, de passerelle. Et j'ai le OK, je suis désolé. Ça va passer. Un serveur proxy, pardon, c'est un serveur qui va jouer un rôle d'intermédiaire de passerelle entre l'utilisateur et le serveur du site ou l'application de la personne que la personne utilise. Ainsi, la connexion n'est pas établie directement vers les serveurs de WhatsApp, qui peuvent être coupés dans certains pays, mais via des relais qui s'occupent de rediriger les données où il faut. Donc, il faut imaginer, en gros, vous avez, je vais essayer de montrer ça en grand écran, voilà.
ça c'est vous, d'accord? Imaginez, ça c'est les serveurs de WhatsApp. Le problème c'est qu'il y a des gouvernements, ils coupent l'accès aux serveurs de WhatsApp. Et bien au milieu, il va y avoir un petit serveur qu'on va appeler un serveur de proxy qui en gros va faire le lien entre les deux. Et du coup, ben, forcément, les gouvernements ne peuvent pas identifier, on va dire, chaque serveur proxy qui sont utilisés. Enfin, disons que ça leur met quelques difficultés supplémentaires. Voilà un peu l'idée. WhatsApp cible explicitement le peuple iranien qui a vu ses accès WhatsApp coupés depuis le début des manifestations sanglantes en septembre dernier. Donc voilà un peu pour l'idée. Leur but c'est justement d'éviter que certains gouvernements n'empêchent l'accès à l'information au peuple. Voilà, donc il y a une très grande prise à partie évidemment. Et puis ça permet aussi de ne pas couper le service, donc eux ils vont être contents. Il y a beaucoup de gens qui avaient deviné, je suis désolé, Alexis, Bob, Benta, Romain, tout le monde avait deviné, mais Afida a été bien plus rapide, et voilà, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec l'actu numéro 2. Comment je peux faire deviner ça? Bon, je vais pas trop me chauffer, je pense que je vais... Ah non, je peux pas... Bon, je vais faire deviner un mot simple, là ça n'a aucun rapport, je vous préviens, avec... ça a aucun rapport avec la partie, je dirais... c'est pas directement un mot du numérique, c'est un mot simple du quotidien, mais en rapport avec l'actualité. C'est parti, on enchaîne. Alors c'est un seul mot déjà, je vous le dis. Hop. Je vous préviens, ça va être une catastrophe. Oh, trop rapide. Bien joué Bruno. Bien joué, bien joué. Devinez, c'était le mot vélo. C'était le mot vélo. J'avoue que j'étais pas serein là, je savais pas trop comment... ça partait mal quoi, ça partait mal. Pourquoi le mot vélo? Puisqu'on a une actu de chez ZDNet. Donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a actuellement le CES Las Vegas. D'ailleurs c'est peut-être terminé, je ne sais plus. Donc qui est, on va dire, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros salon mondial, on va dire, au niveau de la tech, au niveau des... voilà, des sorties hardware et compagnie. Et donc on a Acer qui a sorti une petite innovation que je trouvais sympa, qui est en fait un vélo. Il y a beaucoup de gens, je sais, qui sont en télétravail ou autre, qui travaillent au bureau et qui ont soit des tapis pour marcher, courir, etc. Soit sinon qui ont vous savez, des tables aussi qui montent et qui descendent. Et donc en termes d'ergonomie, on aurait cette petite nouveauté qui apparaîtrait, qui serait un genre de vélo d'appartement qui vous permettrait de recharger vos appareils en même temps. Je trouvais ça plutôt rigolo. Donc Acer a fait dévoiler l'e-Kinect BD3 au CES 2023 de Las Vegas. Lorsqu'un cycliste pédale sur un bureau vélo, celui-ci transforme l'énergie cinétique générée en une charge électrique. Une heure de cyclisme constant à 60 RPM peut générer 75 watts d'énergie. Avec en plus, il y a deux ports USB-A et un port USB-C pour charger plusieurs appareils à la fois. Et donc il y a deux configurations. Il y a un mode travail avec où on rapproche en fait la surface du bureau de la chaise afin qu'on puisse s'asseoir en position verticale tout en tapant et en pédalant. En gros, on travaille quoi, comme son nom l'indique. Et puis un mode sport où la surface du bureau est plus avancée, ce qui permet de se pencher vers l'avant et d'augmenter l'espace pour les jambes et la puissance de pédalage. Voilà, donc vous voyez un petit peu la tête de l'engin. Sinon, marcher dehors, ça marche aussi. Ben ouais, Margot, mais marcher dehors et coder en même temps, ça va être compliqué. Là, l'idée, en fait, je pense que l'idée... Quoique, j'ai déjà vu quelqu'un faire ça, je sais plus qui c'était. Un gars qui avait réussi à... comment ça s'appelle, c'était un marcheur, et en fait, il codait en même temps. Ah, je suis sûr que je peux la trouver, cette actu. Marcheur, marche et code en même temps. Est-ce que je trouverai quelque chose? Ouais, non, je vais pas trouver. Oh, je me suis dit marcher. Ah, je sais plus. Il y avait un mec qui avait sorti ça, une espèce de machine comme ça où il pouvait marcher et coder en même temps et il était connecté. Enfin bref, un truc assez hallucinant. Mais là, je pense que l'idée, c'est plus de dire, imaginons tu fais ta marche, tu fais ton sport, etc. Mais que, en gros, tu puisses le faire pendant tes heures de travail. Après, moi, j'avoue que synchroniser les deux, j'aurais beaucoup de mal, personnellement. Ouais, c'est ce que tu dis, coder, faire du sport, Margot. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que j'aurais un peu de mal à me dire, en fait, à
à ne pas me concentrer sur mon mouvement de pédalage, on va dire, et en même temps coder. Je trouve ça un peu délicat. Marcher à la limite, je pense que ça peut peut-être le faire, mais coder, pédaler, plus compliqué. Plus compliqué. Ok, du coup, on a Super Burno qui prend quelques points, qui a bien deviné la bonne actu. On va enchaîner du coup avec le mot suivant. Tac. Un mot aussi relativement simple là pour le moment. On va pas trop se fouler, ne vous inquiétez pas. Hop, c'est en un seul mot là. Celui-ci est en un seul mot, je vous le dis. Et on est parti. Alors je vous rappelle que vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez, surtout là chez vous, n'hésitez pas. Hop, allez, on est parti. C'est pas 10 heures. Sorry. Et Afida qui a deviné. Ah, tu me fais plaisir, Afida. Tu me fais plaisir. Afida qui est designeuse, donc forcément, je me suis dit si jamais elle devine pas. C'était Figma, le mot Figma avec une actu. Alors, c'est une actu à prendre avec des pincettes. Mais j'ai vu passer ça et j'ai trouvé ça. Bon, j'imagine que si c'est posté, c'est que c'est plus ou moins vrai. Donc Romain Dao, que vous connaissez peut-être, qui est créateur de contenu, donc c'est le fondateur de The KakaOS Theory, qui est une espèce d'académie en ligne en fait où il forme des designers, web designers, designers produits, etc. Donc il forme pas mal à Figma et qui a posté sur LinkedIn. Donc je vous lis son article. C'est un secret de Polichinelle dans la communauté Figma. Les ressources et plugins payants arrivent mi-février sur Figma Community. Fini les paiements sur Gumroad ou PayPal, qui désormais tout se passera sur Community et Figma, à l'instar d'Apple dans le store pour prendre sa petite com. Une bonne nouvelle pour les créateurs qui pourront plus facilement monétiser leur contenu et les ressources. Donc en fait, il met ce screen là. Je sais pas s'il l'a reçu. Moi personnellement, j'ai rien reçu. Je crois que je revérifie mes mails, mais j'ai pas reçu de choses similaires. L'idée, c'est que en gros, alors ce qui est gratuit, je pense, restera gratuit. En revanche, l'idée, c'est que des fois, vous avez des petits plugins payants ou des features additionnelles, puisque en fait, n'importe qui peut développer des plugins sur Figma. Hello Kiro, bienvenue à toi, très content de te voir ce matin. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand vous avez potentiellement des créateurs qui vont développer, mettons, un plugin ou je sais pas, un fichier ou un truc comme ça payant, en fait ce qu'ils font en général c'est qu'ils vont sur un site qui s'appelle Gumroad, je sais pas si vous connaissez, qui permet comme ça d'acheter des assets digitaux. Je vous partage mon écran. Hop, voilà. Donc c'est ce site Gumroad et en fait vous pouvez acheter comme ça, vous savez souvent il y a un système de paiement minimal et puis vous pouvez donner autant que vous voulez, etc. Ou alors il passe aussi par PayPal directement. Et donc en fait, là l'idée c'est que je pense que Figma a bien compris que il y avait une, on va dire une, il y avait de l'argent en fait qui fuitait par ce biais-là, puisque si jamais eux proposent un store officiel avec peut-être même un contrôle des plugins aussi pour être sûr qu'il y ait bien un minimum de sécurité ou ce genre de choses, de bonnes pratiques. Là, pour eux, ça leur permettrait de prendre leur petite com, puisque je vous rappelle que Figma a été racheté par Adobe, donc forcément, la moula compte, hein, évidemment, même si c'était déjà le cas, je pense, mais là, vu le prix du rachat, il faut arriver à rentabiliser tout ça. D'ailleurs, je crois que c'était un peu dans les commentaires, je sais plus trop. Ouais, ils en parlent, ouais, ça. Il y avait une personne qui avait dit ça, effectivement. Est-ce que ça venait du rachat d'Adobe? Et Romain qui met, d'après mes sources internes, c'était déjà prévu par les équipes. Il ne faut pas oublier que Adobe rachète Figma 4 fois sa valorisation, donc ils ont intérêt à multiplier les sources de revenus pour que ça vaille le coup. Ça, c'est ce que Romain dit. Et après, donc la fameuse question, est-ce que tous les plugins deviendront payants ou c'est seulement les plugins payants? Et donc Romain dit non, seulement les créateurs qui choisissent de passer par un modèle payant, sinon la majorité de ceux qui utilisent devraient rester gratuits. Après, ça peut donner des idées, quoi. C'est ça le truc aussi. Ça peut donner des idées à des gens qui jusqu'à présent proposaient des plugins gratuits. Bon, on verra. Suite au prochain épisode. En tout cas, un store Figma qui devrait poindre le bout de son nez très prochainement. Voilà. On enchaîne du coup. Alors on a Apida qui, je pense, a pris une sérieuse option pour la première position pour le moment. Et puis Super Burno qui talonne derrière. Et on enchaîne du coup avec
l'actualité suivante. Donc je vais hop la regarder. Ok, on va faire encore quelque chose de simple. Ce matin, j'ai pas envie de trop vous faire réfléchir, les amis. On enchaîne avec le mot suivant. Un seul mot. Tac. Est-ce que je l'ai bien écrit? Ouais, c'est bon. Un seul mot. C'est parti. Alors. C'est pas YouTube. Et joué à Fida, c'était Microsoft. C'était Microsoft, effectivement, avec une nouvelle actu en lien avec ChatGPT. Évidemment, en ce moment, on ne parle que de ça. Alors, je vous avais parlé la dernière fois de ChatGPT et du fait que Microsoft risquait de l'intégrer à son moteur de recherche Bing. Ce qui posait un sérieux problème, notamment pour Google, parce que du coup, intégrer ChatGPT directement dans le moteur de recherche Bing voulait dire peut-être une concurrence, quelque chose, voilà, une initiative qui allait un peu challenger ce que Google peut faire jusqu'à présent. Et bien là, ils ont décidé de pousser encore plus loin et potentiellement, donc d'après Presse Citron et cet article, du coup, ChatGPT pourrait aussi être intégré à Word, PowerPoint et Outlook. Du coup, Microsoft qui accélère un petit peu plus et qui essaye d'aller bousculer le marché. Donc Microsoft mis à fond sur ChatGPT. Après Bing, le géant de la tech a en effet l'intention d'inclure cette IA dans sa suite bureautique Microsoft 365 et notamment sur Word, Outlook et PowerPoint. Concrètement, l'idée est de permettre aux utilisateurs de rédiger automatiquement certaines portions de texte. On pense à des réponses automatiques aux mails, à la rédaction du paragraphe d'une lettre de motivation ou encore des recommandations de ChatGPT sur le style d'écriture. Cette intégration de l'IA n'est toutefois pas sans danger. Malgré le brio de cette technologie, il suffit de tester ChatGPT pour comprendre qu'il est doué pour rédiger des textes sur un ton j'arrive pas à ce mot, péremptoire, tout en fournissant des informations erronées. Cet outil n'est pour l'heure pas connecté directement à Internet, ça c'est un truc qu'on avait vu effectivement, ce qui ne donne donc pas accès aux dernières informations et aux mises à jour. Bon, en gros l'idée c'est de dire attention, il c'est quand même pas sans risque quoi. Cette transition s'annonce délicate, mais si elle réussit, la puissance de cette innovation sera décuplée. Et pour le moment, d'après nos confrères, ils disent pas encore de date annoncée pour la partie bureautique, mais par contre, il y aurait des précisions pour la partie Bing. Ça devrait être ajouté au mois de mars prochain. Voilà. Donc Bing devrait ajouter gratuitement une partie des fonctionnalités de l'IA dès mars. Et évidemment, donc l'article souligne aussi que c'est un peu alerte rouge chez Google. Ça devient un peu flippant pour eux parce que ils se rendent compte qu'ils sont bousculés alors que jusqu'à présent ils étaient un peu dans leur tour d'ivoire. Voilà un peu pour l'idée. Hop. Ok, donc on enchaîne rapidement avec l'actu suivante. Hop, je me remets sur bureautique. Tac, tac. Et on fait la dernière manche de cette partie avant d'enchaîner sur la deuxième partie. Hop, donc je vais mettre mon mot. Alors là, c'est en 2 mots, les amis. C'est en 2 mots. Hop, c'est en 2 mots et c'est quelque chose qui n'a pas trop rapport, on va dire, disons, ça n'a pas un rapport direct avec la technologie, donc c'est pas des noms de boîtes ou autre. C'est parti, j'enchaîne. Mot suivant. Composé de 2 mots. Hop. Je sais pas si ça va être très simple à deviner. C'est pas la CAF. Vous croyez que je vais toujours mettre les mêmes mots? Vous rêvez? Je m'améliore. Je m'améliore. C'est en 2 mots, les copains. C'est en 2 mots, je vous rappelle. Disons que c'est un mot composé, on va dire. Là, normalement, ce verre devrait vous aider. Je donne des indices. Oh mince, je me suis trompé. C'est pas ça que je veux faire.
portefeuille. Je vois qu'il y a plein de gens qui tentent, mais vous trouvez pas? Il est plus compliqué celui-là. Oh, bien joué Bob. C'était la carte vitale. Bien joué, let's go. Let's go, let's go, let's go. Il faut que je me prévoie une scène là de let's go là où il y a de la musique et tout, où ça parte là. J'ai commencé à travailler cette musique de cette scène, mais j'ai pas encore terminé là. Il me tarde de l'avoir celle-ci. C'était la carte vitale en effet, la carte vitale. Trop facile. Bah attends, je dessine super bien aussi, qu'est-ce que je te dis. Alors je sais pas si nos amis suisses auront deviné parce que je ne sais pas si la carte vitale existe. Est-ce que c'est purement français ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus global? Je ne sais pas. Donc je suis désolé si jamais ça vous met un peu de côté. En tout cas, l'actualité en lien, c'était une actu du blog du modérateur, la carte vitale numérique, lancement, fonctionnement, avantages et sécurité. Donc cet article qui revient sur la numérisation de la carte vitale qui arrive très prochainement. Et effectivement, Alexis, après la CAF, la carte vitale, je suis très sur la santé en ce moment. Donc la dématérialisation qui serait prévue apparemment pour 2023, sachez-le. Présenté en 2019 et testé depuis l'année dernière, un décret datant du 28 décembre dernier confirme la nouvelle. La carte vitale numérique sera disponible pour tous en 2023. Concrètement, l'e-carte vitale représente une alternative dématérialisée à la carte vitale physique. Celle-ci n'est pas obligatoire et la carte physique ne disparaîtra pas. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Afida qui met bientôt la carte d'identité. Ouais, la carte d'identité, on en avait parlé, je sais plus, dans une des matinales où en gros, je crois qu'il y a une appli gouvernementale qui est en train d'être développée justement pour tout ce qui est en lien avec ça, c'est-à-dire tous les documents un peu officiels et notamment la carte d'identité, on pourrait les avoir en dématérialisé. Donc je sais pas où est-ce que ça en est, mais je sais qu'on avait lu un article là-dessus. L'objectif de la carte vitale dématérialisée est de fluidifier les relations entre les professionnels de santé et assurés, et pour cela le gouvernement propose une application dédiée à télécharger sur votre smartphone nommée APCV. Ensuite, les professionnels de santé ont deux façons de lire la carte vitale dématérialisée, soit la lecture d'un QR code dans l'appli, soit l'utilisation du NFC, donc vous savez la technologie qui permet le sans contact. Dans ce cas, le patient devra poser son smartphone sur le lecteur pour pouvoir transmettre ses données. Voilà un petit peu pour l'actualité et je crois que l'on a une victoire de Afida. Afida qui gagne cette première partie avec 213 675 points, suivi de Super Burno, 76 000, ça me perturbe ton pseudo vraiment, 76 292 et Bob 23 392 qui ferme la marche. C'est plutôt pas mal. C'était une belle partie, pleine d'infos. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec la deuxième, les amis. Si jamais il y en a qui veulent rejoindre, évidemment, n'hésitez pas, hein, vous répondez directement dans le chat et vous avez tout à fait possibilité de participer à cette partie. J'en profite pour faire un tout petit truc, les amis. C'est important, tant que j'y suis, parce que sinon je sens que je vais oublier. Hop. Et je vous inviterai évidemment à faire pareil. Je vais me mettre sur ma scène. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver sur mon tel ou pas? Tac, tac. Ah, shit. Je peux pas le faire sur mon tel? Mince. Ah, mince. Comment je peux faire ça? Bon, je le ferai tout à l'heure, c'est pas grave. Je voulais m'abonner à la chaîne en fait, parce que j'ai mon compte Amazon qui s'est renouvelé. Et voilà, bon, ma démonstration a foiré complet. C'est pas grave, je la ferai plus tard. Allez, on enchaîne avec la deuxième, les amis. On enchaîne du coup avec la deuxième partie. Donc si vous voulez répondre, je vous rappelle que vous avez tout à fait la possibilité de le faire dans le chat. Et j'en profite évidemment aussi pour vous rappeler, point d'exclamation YouTube dans le chat si vous voulez. Allez voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube. On a sorti récemment pas mal de vidéos qui sont plutôt intéressantes. Hop, je vous partage ça. Tac. Sur la chaîne de Déclic. Donc voilà, dans le moteur de recherche, vous tapez Déclic. Hop. Et vous pouvez vous abonner. On a tout un tas de vidéos qui sont sorties dernièrement. On a deux vidéos qui ont été faites avec Basti. Basti, lui, qui est un streamer orienté design. Et donc on a fait une première vidéo un peu sur son parcours. Comment il est devenu influenceur à designer, comment est-ce qu'il gère un petit peu voilà, cette dualité, on va dire, comment est-ce qu'il fait pour arriver à vivre en fait de la création de contenu. C'est hyper intéressant, il nous explique un peu tout son parcours, comment il gère son équilibre vie pro, vie perso, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite il y en a une seconde qui est aussi très intéressante sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le design, et donc on parle concrètement d'outils en fait
qui sont exploitables à aujourd'hui pour pouvoir pouvoir être plus productif, on va dire, en design. Et voilà, on a tout un tas d'exemples en fait. On a voulu faire un truc d'assez concret, c'est-à-dire comment concrètement utiliser le design dans le cadre de comment utiliser l'IA dans le cadre du design, pardon, avec des exemples et des outils en fait très concrets. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner hein, sur la chaîne YouTube, je vois qu'on a le lien dans le chat, voilà, merci Bob. Et sinon, voilà, c'est youtube.com/@déclic, c'est pas très compliqué. On a aussi une vidéo sur le design sprint faite par Margot, enfin bref, il y a plein de contenus qui sont là-dessus, c'est vraiment très très cool. Voilà, allez on enchaîne avec la deuxième partie du Gartic. Hop hop, je remets je pense les mêmes paramètres, ça doit être bon, mot personnalisé 80, ouais c'est bon. Ok, on démarre. Hop, et je vais commencer du coup avec le premier mot. Laissez-moi consulter ça. Mince, je me suis perdu, où est-ce qu'il est? Tac, voilà. Ok, c'est bon. Alors là, ça va être un mot composé, les amis. Par contre, je suis pas sur la bonne. Ouf, j'ai failli vous dévoiler la réponse. Ça va être un mot composé. Pas tout à fait simple. Par contre, attendez, il faut que je vérifie bien que je l'ai bien écrit parce que sinon c'est pas du jeu. Ouais, c'est bon, c'est comme ça. Ok, c'est un mot composé et il va falloir bien l'orthographier, donc attention. Hein. C'est parti. Je peux peut-être le faire plus simplement comme ça. Oula, la fin est un peu hasardeuse. On dirait deux vieilles saucisses. Je sais vraiment pas dessiner, c'est affreux. Tac. Hop. Voilà, je peux pas faire mieux. Oh, bien joué Alexis. Bien joué Alexis. C'était YouTube Short. C'était YouTube Short. Alors le piège, c'était déjà que c'était composé. Et ensuite, Short qui avait un S. J'avoue que je crois que je me serais fait avoir à mon propre piège. Et du coup, une actualité en rapport. Donc YouTube qui va permettre de monétiser les vidéos short très prochainement. Donc ça, c'est un article de l'éclaireur Fnac qui nous indique du coup cette annonce. Donc les personnes qui créent des shorts, donc je vous rappelle les shorts, YouTube de base, plateforme sur laquelle vous mettez de la vidéo, du contenu vidéo, ok. Il y a une petite feature qui s'appelle les shorts qui est apparue récemment, je crois que c'est un peu des suites à l'apparition de TikTok où juste après il y a eu les Insta Reels. Donc en gros c'est des formats de vidéo verticales qui durent moins de 60 secondes. Et donc il existe, il y a un peu un équivalent chez Instagram qui s'appelle les Reels, ok. Donc chez YouTube ça s'appelle les Shorts, sauf que jusqu'à présent ça n'était pas monétisable, vous pouviez gagner de l'argent uniquement sur la création de contenu de vidéos classiques. Et donc ça va changer. Donc ce que dit l'article, les personnes qui créent des shorts peuvent désormais postuler pour le programme partenaire, jusque-là réservé au format de vidéos longues pour postuler. Il faut que la personne possède au moins 1000 abonnés et que sa chaîne comptabilise 10 millions de shorts visionnés en 90 jours. Je trouve ça énorme, 10 millions de shorts visionnés en 90 jours. Je sais pas si c'est moi, mais voilà. Pour 1000 abonnés, après je me rends pas compte, peut-être que les shorts sont très consommés. En acceptant le nouveau module de monétisation des shorts, les créateurs et créatrices pourront commencer à percevoir une part des revenus publicitaires en fonction de leur succès et des musiques utilisées. Il est à noter que YouTube ne propose pas une rémunération rétroactive. Les concernés ne toucheront de l'argent que sur les vidéos qui sont publiées après avoir accepté les termes Pepardi. On va pas vous payer pour ce que vous avez déjà fait. Bon, ok, pourquoi pas. Voilà, du coup pour cette petite actu, des shorts qui vont devenir monétisables. On enchaîne du coup, dessin suivant. Alors, qu'est-ce que je pourrais dessiner? Ah non, je le fais à chaque fois. Shit. Bon, tant pis.
Allez, c'est en un mot. C'est très très simple, les amis. C'est vraiment très simple. Je vous aide. Yo, GG Afida. C'était Twitter. Bien joué. Ah là là, elle est rapide, Afida. Je sais pas si c'est la connexion ou quoi, mais elle est rapide. Pourquoi je vous parle de Twitter? Une actu du coup du blog nouvelletechnologie.fr et Elon Musk qui annonce une refonte prochaine de l'interface utilisateur et des fonctionnalités de Twitter. Donc Elon Musk qui a annoncé sur Twitter que le réseau social allait avoir un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées, le balayage, donc une espèce de swipe en gros, pour passer d'une timeline à l'autre, un bouton signé et les tweets longs. Alors les tweets longs, ils en avaient déjà parlé depuis pas mal de temps, mais là, disons que ça se précise. Donc selon Musk, une nouvelle fonctionnalité sera mise en place dans le courant de la semaine qui permettra aux utilisateurs de passer des tweets recommandés aux tweets suivis. Donc en gros, voilà, il y a le côté recommandation et puis le côté... suivi, c'est-à-dire les gens que vous suivez quoi. Et donc l'idée c'est donc que on puisse passer de l'un à l'autre juste en swipant. Tac, je regarde un truc. Voilà. Musk a également confirmé qu'une refonte plus importante de l'interface utilisateur était en cours et que cette fonctionnalité n'était qu'un début. Un autre changement à venir dans l'interface est l'ajout d'un bouton signé dans la vue détaillée du tweet, qui selon Musk servira de facto ce serait un peu l'équivalent d'un j'aime silencieux. Bon voilà, c'est son point de vue en tout cas. Sur les tweets et qui sera donc déployé une semaine plus tard. Et puis enfin la dernière fonctionnalité, celle qui était promise depuis longtemps, c'est la possibilité de composer des tweets plus longs, qui est bien en route et Musk a confirmé que cette fonctionnalité sera ajoutée début février. Voilà. Hop. Voilà pour cette actu. J'essaye de me connecter désespérément depuis tout à l'heure à mon compte. Et je vais y arriver. Ok, on enchaîne du coup avec la suivante. Oh, c'est pas le bon. Pourquoi c'est pas le bon? C'est pas vrai, je vais jamais y arriver. Est-ce qu'on est bon là? Ah, il veut pas. Bon, c'est pas grave. On enchaîne du coup avec l'actualité suivante. Et alors, qu'est-ce que je vais pouvoir dessiner? Ah, j'ai un mot plus compliqué. Enfin, plus compliqué à dessiner en tout cas. C'est parti. C'est un seul mot. C'est composé d'un seul mot. Le mot en soi est simple, mais encore faut-il arriver à le deviner. Là. Oh, bien joué la fila. Bien joué. C'était pas internet, c'était Wi-Fi. C'était Wi-Fi, effectivement. Bien joué. Pourquoi je vous parle de Wi-Fi? Puisque Apple a annoncé qu'ils utiliseraient ses propres puces Wi-Fi et Bluetooth et son propre modem 5G d'ici 2025. Donc c'est encore un article de blog nouvelletechnologie.fr. Et donc Apple qui continuerait du coup un peu à internaliser en fait la création de tout ce qui est... sa partie hardware, puisque vous savez déjà qu'ils ont développé leur propre puce, donc la puce M1 qui est devenue la puce M2, qui est donc on va dire un processeur voilà, fait maison et beaucoup plus performant visiblement, en tout cas de ce qui est annoncé que ce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser avec Intel. Et du coup, ils continueraient, ils ne s'arrêteraient pas en si bon chemin. Et puis maintenant, ils intégreraient leur propre puce Wi-Fi et Bluetooth avec leur propre modem 5G inclus. Voilà, d'ici 2025, donc c'est ce qui est annoncé. On enchaîne du coup avec le mot suivant. Tac.
Ouah, non, si je fais deviner ce mot comme ça, je vais jamais y arriver. Je sais pas comment je pourrais le faire. Bon, allez, vas-y, on le tente. On en tente un plus compliqué, les amis. Je suis pas sûr que vous allez arriver à le dessiner, à le deviner, parce que je sais même pas comment est-ce que je peux le faire. Le dessin, en fait. Mais je vais tenter. Allez, je vais tenter, je suis un fou. Donc, c'est en 2 mots. C'est en 2 mots. C'est un mot composé. On essaye. Alors. Là, je vous avoue, je donne tout là. Je donnerai des indices si vraiment c'est chaud. Oh, bien joué! Oh, bien joué le Bob. Il a deviné de Design System. Oh, je voulais après indiquer que c'était la partie de gauche. Bien joué. Alors là, franchement, je n'aurais pas cru arriver à vous le faire deviner. Celui-là, il était vraiment chaud. Design System. Pourquoi je vous parle de Design System? Parce que j'ai découvert via la newsletter. Merci beaucoup, Chronout, qui fait partie de la communauté, qui nous rejoint. Bienvenue à toi. Via du coup la newsletter de... Enfin, pas la newsletter, mais le thread Jeudi c'est gratuit qui est fait sur Twitter par Sony Rouault. J'ai découvert du coup une formation gratuite sur les design systems que je vous partage du coup sur le site Design Code. C'est plutôt intéressant. Donc où est-ce que je peux vous mettre ça? Alors attendez, tac, je vous partage ça dans le chat. Et bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue Chronounout, bienvenue à toi. Voilà, donc je vous mets le lien dans le chat. Et donc en fait c'est une formation en 10 sections qui dure 3 heures, qui est en anglais, mais qui vous donnera un peu les fondamentaux, on va dire, sur la partie utilisation de Figma dans le cadre d'un design system. Je ne l'ai pas moi-même testé, mais voilà, je sais que Design Code c'est plutôt de qualité. Et donc voilà, ils vous mettent un petit peu le... ils vous présentent ici le... Comment ça s'appelle? Ils vous présentent un petit peu ici le programme en fait qui est prévu. Hop, je lis un peu, c'est rigolo, je lis un peu vos commentaires. Merci beaucoup Ahmed Mourad qui nous rejoint, bienvenue à toi. Tac. Ah ouais, je sais pourquoi ça marche pas. Tac. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à me connecter à mon... C'est très pénible. Et faire recevoir un SMS. J'arrive pas à me connecter à mon compte Twitch perso, c'est chiant ça. Ah mais j'ai reçu un code. Est-ce que c'est ça? Yes, victoire. Ok, allez, on enchaîne avec l'article suivant, désolé. J'ai terminé mon petit truc. Hop. Et on enchaîne avec le mot suivant qui, je crois, est le dernier, il me semble. Let's go. Je vérifie. Ouais, c'est la dernière actu. Alors celle-là, je sais pas trop comment je vais pouvoir la dessiner. Ah, quoique j'ai une idée. J'ai une idée. Alors ça va être en un mot, les amis. Ça va être en un mot. Il faut que je l'écrive bien. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Je mets ça du coup. Je mets là ça dans le chat. Et c'est parti. En un mot. Alors. Je suis obligé de partir un peu loin au début, mais c'est pour donner le contexte. C'est pas Twitch. Oh, ça va être un genre de rébut là que je vais faire, je pense.
Je me suis perdu, je crois. Oh là là, voilà, fait qu'à deviner. Je sais pas comment t'as deviné, mais franchement, respect. Télétravail, quoi, putain. En fait, j'ai mis un ordi parce que pour moi, ça représente le travail, mais il y a des gens pour qui c'est pas du tout le travail, quoi. Bref, tu vois. Et du coup, une maison pour télétravail. Bon, vous avez compris. Pourquoi est-ce que je parlais de ça, du coup? Allez, c'est une actu slash info, un truc que j'ai trouvé rigolo en tout cas, toujours en rapport avec le CES de Las Vegas. Du coup, une petite start-up qui s'appelle La Vitre, pardon. Et qui, du coup, en gros, vous propose, si jamais vous êtes en télétravail, en fait, de créer l'illusion d'être avec les autres au bureau. Donc, la startup française La Vitre, créée il y a 4 ans, qui propose un dispositif de proximité inédit, donnant l'impression de se téléporter. La Vitre vise à ressentir lors d'une rencontre à distance une réelle présence de l'interlocuteur, comme si celui-ci se situait en face de nous dans la même pièce. La solution emploie un écran à taille humaine. Donc voilà, l'idée, c'est qu'en gros, si vous avez 2 bureaux ou je sais pas quoi, ou des gens à distance, vous pouvez installer comme ça un gros écran en fait à taille humaine, et pendant les pauses café, vous avez l'impression d'être plus ou moins tous ensemble. Donc je trouvais ça plutôt rigolo.